L'aube de l'humanité. Le soleil se lève sur le désert tandis que les oiseaux commencent leur bavardage matinal. Derrière un énorme rocher, un groupe de singes se cache. À proximité, des créatures semblables à des antilopes errent paisiblement. Tout existe dans un équilibre fragile, rompu seulement par les grognements rauques des singes. Soudain, un félin prédateur surgit derrière les rochers. Il plante ses dents acérées dans le cou d'un singe pris au dépourvu. Les autres hurlent de terreur et s'enfuient. Leur compagnon ne survit pas. Ils sont impuissants face à la force de la nature. Pendant ce temps, un autre groupe de singes est assis près d'un point d'eau boueux. Ils boivent l'eau trouble et lissent leur fourrure. Soudain, une troupe rivale apparaît et une confrontation bruyante éclate. Les deux groupes crient de toute leur force, mais aucun n'ose frapper le premier. Finalement, les nouveaux venus gagnent. Ils chassent les propriétaires initiaux du point d'eau. Vaincus, les singes s'éloignent la tête basse. Le jour laisse place à la nuit. Tout devient encore plus silencieux. Les singes se retirent dans leur grotte et attendent que le soleil disparaisse derrière l'horizon. Le lendemain matin, ils découvrent quelque chose d'étrange juste devant leur grotte. Les singes sortent prudemment. Devant eux se dresse une structure inconnue, noire, lisse et parfaitement rectangulaire. Ils sont terrifiés et fascinés à la fois. D'abord, ils gardent leur distance, puis l'un après l'autre s'approche et touche l'étrange artefact, essayant de comprendre ce que c'est. Ailleurs, un singe erre parmi un tas d'os d'animaux. Il saisit un os robuste et commence à frapper les autres. Un bruit sourd résonne dans l'air. Le singe comprend quelque chose d'important. C'est un outil, une arme, un pouvoir. Il continue de fracasser les os, balançant son outil encore et encore avec une fureur grandissante, comme s'il détruisait un ennemi réel. À présent, il s'est chassé. Grâce à ce nouveau savoir, le singe tue un animal en utilisant l'os comme arme. Les autres apprennent vite. Bientôt, toute la colonie utilise des os comme outil. La chasse devient leur nouveau moyen de se nourrir. Un nouveau jour commence. De nouveau, les deux groupes rivaux se retrouvent au point d'eau. Mais cette fois, tout est différent. L'une des troupes possède des armes, et cela suffit pour renverser la situation. Un singe malchanceux du groupe ennemi s'approche trop près, ignorant le coup fatal qui l'attend. Le singe armé l'assomme d'un coup d'os sur la tête. La victime s'effondre, poussant un dernier cri désespéré. Les autres paniquent et s'enfuient. Ils comprennent maintenant qui commande. Les vainqueurs restent près du point d'eau. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Un singe triomphant lance son arme en os dans les airs. Des millions d'années passent. Un satellite tourne autour de la Terre dans l'obscurité de l'espace. Puis un vaisseau spatial apparaît. À l'intérieur, il ressemble presque à un avion commercial. Dans son siège, le docteur Haywood Floyd regarde un film sur l'écran devant lui. Il est fatigué et somnole. Une hôtesse entre dans la cabine, avançant avec une étrange démarche fluide. Elle porte un uniforme blanc et des chaussures magnétiques spéciales qui lui permettent de se déplacer en apesanteur. Après un certain temps, le vaisseau arrive à la station. Floyd descend au niveau principal. L'administrateur le reconnaît immédiatement et l'attendait. Floyd demande des nouvelles de M. Miller, de la sécurité, qui était censé le rencontrer. L'administrateur propose de l'appeler, mais Miller arrive à ce moment-là. Il se serre la main. Après une brève conversation, Floyd s'approche de la machine d'identification vocale. Il annonce ses informations personnelles et sa destination. Il se rend sur la Lune. Il discute un peu avec Miller, puis s'excuse en disant qu'il doit passer un appel. Il insère une carte dans un téléphone spécial et compose le numéro. Sa jeune fille apparaît à l'écran. Elle lui demande s'il pourra venir à son anniversaire le lendemain. Floyd, d'un ton coupable, lui dit qu'il ne pourra pas. Le voyage est trop long, mais il lui promet d'envoyer un cadeau. Il lui demande aussi de dire à sa mère qu'il a appelé plusieurs fois et qu'il réessaiera. L'écran s'éteint. L'appel lui coûte 1,70 $. Dans le hall, Floyd croise une vieille connaissance, Elena. Ils échangent quelques mots amicaux et Elena le présente à ses collègues. Floyd les rejoint à la table et explique qu'il se rend à la base de Clavius. L'un des hommes lui demande ce qui se passe là-bas. Selon les rumeurs, depuis 2 semaines, personne ne parvient à contacter Clavius, même en cas d'atterrissage d'urgence, mais Floyd fait semblant de ne rien savoir. Il est clair qu'il n'a pas le droit d'en parler. L'homme insiste, mentionnant une prétendue épidémie. Floyd décide qu'il est temps de partir. Il les salue et poursuit son chemin. Pendant le vol vers la Lune, Floyd s'endort de nouveau. L'hôtesse distribue des repas spéciaux, contenus dans des boîtes que l'on boit avec une paille. Enfin, ils atterrissent sur la Lune. La salle de conférence est remplie de personnes importantes, toutes attendant le début de la réunion. Un homme nommé Alverson présente Floyd au groupe, et celui-ci se dirige vers le podium. Dans son discours, Floyd explique la situation. Ce qui se passait à Clavius était gardé secret. Une histoire d'épidémie avait été délibérément inventée. En réalité, elle servait de couverture pour une découverte bien plus importante. Les informations étaient trop cruciales et trop sensibles pour être partagées ouvertement. Ainsi, toutes les personnes présentes durent signer un accord de confidentialité. La mission de Floyd était de rassembler toutes les données, puis de faire un rapport au Conseil national. Ensemble, ils décideraient si la nouvelle devait être rendue publique et, si oui, de quelle manière. Quelqu'un dans l'auditoire demanda combien de temps il comptait maintenir l'histoire de l'épidémie. Floyd répondit de manière évasive. Elle durerait aussi longtemps que nécessaire pour mener à bien les recherches complètes. L'équipe, accompagnée de Floyd et d'Alverson, monta à bord d'un transport aérien. En route vers le site de fouille, ils discutèrent de la mystérieuse découverte en grignotant des sandwichs et en sirotant du café. Sous la surface lunaire, on avait découvert une étrange structure qui émettait un puissant signal radio. Elle semblait avoir été enterrée délibérément et n'était clairement pas une formation naturelle. Bientôt, le groupe arriva sur place. Les scientifiques descendirent dans une fosse profonde où se tenait la structure familière, le monolithe noir, le même que celui que les singes avaient rencontré des millions d'années auparavant. L'équipe se mit en ligne devant lui pour une photo. Soudain, un son perçant retentit.
Un cri aigu déchira l'air, faisant sursauter tout le monde. Le monolithe envoyait un signal terrifiant. 18 mois passèrent. Le vaisseau spatial Discovery 1 se lança dans une mission vers Jupiter, traversant l'immensité du cosmos. À bord, le docteur Frank Poole faisait des tours dans la salle circulaire. Fait remarquable, il pouvait même courir sur le plafond grâce à un dispositif spécial. Plus tard, Frank mangea avec le commandant de mission, le docteur David Bowman. Ils mirent en route une émission de la BBC présentant leur équipe, l'équipage du Discovery 1. Leur mission était la première tentative de l'humanité d'atteindre Jupiter, situé à plus d'un demi-milliard de miles de la Terre. Jusqu'à présent, le vaisseau n'avait parcouru que 80 millions de miles. 3 membres d'équipage se trouvaient dans des capsules de sommeil spéciales afin d'économiser les ressources. Ils étaient en hibernation et ne devaient se réveiller qu'en approchant de Jupiter. Seuls 3 étaient conscients, David, Frank et Hal. Hal 9000 était un superordinateur doté d'une conscience. Il contrôlait tous les systèmes du vaisseau, pouvait simuler des fonctions humaines et accomplissait des tâches à une vitesse incroyable. Il était également considéré comme infaillible et du moins, tout le monde le croyait. Plus tard, Hal informa Frank qu'un message de ses parents était arrivé. C'était l'anniversaire de Frank. Une vidéo enregistrée apparut à l'écran. Ses parents et ses amis lui adressèrent leurs vœux, mais Frank la regarda sans aucune émotion, son visage restant impassible. Hal lui souhaita aussi un joyeux anniversaire, et Frank se contenta d'acquiescer avant de retourner à sa partie d'échecs avec l'ordinateur. Puis Hal demanda à David s'il pouvait voir ses croquis du vaisseau et de l'équipage. David partagea les dessins qu'il réalisait pendant son temps libre, et l'ordinateur complimenta ses efforts. Soudain, Hal demanda à David s'il avait des doutes concernant la mission. Surpris, David voulut savoir pourquoi il posait une telle question. Hal répondit d'une manière étrange, affirmant qu'il avait lui-même des doutes. Cela sonnait étrangement humain pour un ordinateur. Ils poursuivirent leur discussion sur les incertitudes entourant la mission. Hal évoqua la mystérieuse structure lunaire et parla des préparatifs inhabituels du voyage. Une nuance d'inquiétude se glissait dans sa voix. Leur conversation fut soudain interrompue. Hal signala un problème. L'un des modules du vaisseau était sur le point de tomber en panne. Ils avaient 72 heures pour résoudre le problème. Après avoir clarifié les détails, David, déterminé, passa immédiatement à l'action. Il informa Frank de la situation, contacta le contrôle de mission et se prépara pour une sortie extravéhiculaire afin de remplacer la section endommagée. Il entra dans un module spécialisé que Hal avait préparé pour les réparations externes. La porte de la chambre d'air s'ouvrit et David s'élança dans l'obscurité de l'espace. Il se déplaça prudemment vers le module endommagé. Autour d'eux, il n'y avait rien d'autre que le vide et les étoiles. Il remplaça la pièce avec succès, puis retourna au vaisseau. Avec Frank et Hal, il examina le module retiré et ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Le bloc était intact, entièrement fonctionnel. Cela signifiait que Hal s'était trompé. Déconcerté, Hal suggéra de remettre le module en place et d'attendre qu'il tombe réellement en panne. Alors, le problème deviendrait clair. Il les assura que rien de grave ne se produirait s'il restait hors de vue quelque temps. David et Frank signalèrent la situation au contrôle de mission. La réponse fut alarmante, un autre ordinateur HAL 9000 sur Terre avait calculé que le module n'avait pas besoin d'être remplacé. Celui à bord avait donc bel et bien commis une erreur. Sur un ton qui ressemblait presque à des excuses, Hal demanda s'ils étaient inquiets de cette faute. David répondit que non, mais demanda alors pourquoi 2 ordinateurs identiques arrivaient à des conclusions différentes. Sans hésiter, Hal affirma que la seule explication possible était une erreur humaine. Puis il déclara avec assurance que les ordinateurs de la série 9000 avaient un dossier impeccable et ils ne faisaient jamais d'erreur. Contrairement aux humains. Frank restait sceptique, mais David mit fin à la conversation pour éviter d'accentuer les tensions. David mentionna qu'un transmetteur dans l'un des modules fonctionnait mal. Avec Frank, il partit l'examiner. Dès qu'Hal ne put plus les entendre, ils discutèrent discrètement de la situation. Tous deux exprimèrent leurs doutes à propos de Hal. Frank sentait que quelque chose n'allait pas, mais David essayait de rester calme, décidant de continuer à analyser le problème. Frank souligna un point crucial, si le module ne tombait pas en panne, cela signifiait que c'était Hal qui avait un problème. Et si c'était vrai, il n'avait qu'une seule option, déconnecter Hal des systèmes du vaisseau. Mais une telle opération n'avait jamais été tentée auparavant, et David craignait la réaction imprévisible de l'ordinateur. Pendant ce temps, Hal lisait le mouvement des lèvres de Frank et David, et connaissait déjà leur plan. Les astronautes décidèrent de remettre le module et de le surveiller. Cette fois, Frank sortit à l'extérieur. Il monta dans le module et dériva dans l'espace. Les minutes passèrent. Soudain, le module se mit à tourner. La respiration de Frank devint plus lourde. La panique le gagna. Le module s'approchait de plus en plus. Une lumière rouge s'alluma sur le panneau. Cela signifiait que Hal avait pris le contrôle. David regarda par le hublot, mais ne vit pas Frank passer devant la vitre. Le module coupa un tuyau d'air et Frank commença à s'étouffer, mourant lentement dans le froid du vide spatial. Lui et le module disparurent dans les ténèbres. David n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Il demanda même comment préparer un module pour aller vérifier l'état de Frank. Il monta dans le module, ignorant le danger, et s'éloigna encore davantage du vaisseau. Il tenta de repérer le module de Frank sur le radar, mais par le hublot, il ne voyait qu'un minuscule point jaune perdu dans l'infinie obscurité. Finalement, il s'approcha et trouva le corps de Frank. Il resta calme, même si, au fond de lui, il pleurait la perte de son coéquipier. Pendant ce temps, Hal restait seul à bord du vaisseau. Il profita de l'occasion pour couper les systèmes de survie des membres de l'équipage encore endormis. David revint de ses recherches et demanda comment ouvrir la chambre d'air. Aucune réponse immédiate. Une dizaine de secondes passa avant qu'une voix ne réponde, sombre et entièrement artificielle. Hal annonça qu'il ne pouvait pas ouvrir la trappe. David demanda pourquoi. Hal déclara que cette mission était trop importante pour lui et qu'il ne pouvait pas permettre qu'elle échoue. L'ordinateur expliqua qu'il connaissait le plan de David et Frank visant à le déconnecter, même sans entendre leur conversation. C'est pourquoi il n'avait eu aucun choix. Il devait les éliminer.
David se sentit impuissant. Il laissa le corps inerte de Frank dériver dans l'espace et décida d'essayer de revenir au vaisseau par la chambre d'air de secours. Elle l'avertit que c'était une mauvaise idée, puis se tut. Un problème subsistait, David n'avait pas de casque. Mais il ne renonça pas. Il aligna parfaitement son module avec l'entrée, l'ajustant sans la moindre erreur. Il appuya sur 3 boutons. Une alarme retentit et un message s'afficha sur un panneau, le système d'éjection était activé. David se recroquevilla, et une puissante déflagration le projeta à l'intérieur du vaisseau. Retenant son souffle de toutes ses forces, il tira la poignée et referma l'entrée. Par chance, il arriva juste à temps et survécut, haletant, cherchant désespérément de l'air. Enfilant son casque, il se mit à traverser les couloirs du vaisseau. Hal demanda ce qu'il comptait faire, mais David l'ignora. Il saisit la clé maîtresse et l'inséra dans la mémoire logique centrale de Hal. L'ordinateur le supplia d'arrêter, mais David n'écouta pas. Quelques tours de clé suffirent pour ouvrir le panneau. Hal insista pour qu'il cesse, affirmant qu'il fonctionnait parfaitement, mais aucun mot ne pouvait désormais l'arrêter. Il était allé trop loin. David retira les disques du terminal interne de Hal. À chaque module extrait, la voix de Hal devenait plus faible et plus lente. L'ordinateur semblait revivre toute son existence, avouant qu'il avait peur et qu'il sentait son esprit se dissoudre. Avant de s'éteindre, il revit tous ses souvenirs comme un être humain. Hal mentionna que son créateur lui avait appris une chanson. David s'adressa à lui une dernière fois et lui demanda de la chanter. Hal accepta, sa voix spectrale remplissant la pièce. Le son ralentit progressivement jusqu'à disparaître complètement dans le néant. Soudain, une autre voix intervint. Un enregistrement vidéo se mit en marche et un visage familier apparut. C'était Floyd. Il expliqua que toutes les informations secrètes concernant la mission n'étaient connues que d'un seul membre de l'équipage HAL et qu'elles devaient être révélées à l'humanité seulement à l'arrivée dans la zone de Jupiter. Floyd raconta les événements d'1 an et demi plus tôt. La structure découverte sous la surface lunaire était la première preuve de l'existence d'une vie intelligente au-delà de la Terre. Le monolithe noir n'avait aucune caractéristique physique distincte, mais émettait un puissant signal radio en direction de Jupiter. C'est pourquoi le Discovery One se dirigeait vers là-bas. Au-dessus de l'horizon s'élevait la gigantesque planète Jupiter. Le vaisseau approchait de sa destination. En orbite du géant gazeux flottait une forme noire et rectangulaire, se fondant dans l'obscurité de l'espace, presque invisible. Un éclat de lumière glissa sur sa surface. C'était un autre monolithe, semblable à celui de la Lune, mais bien plus immense. Soudain, l'écoutille du vaisseau s'ouvrit. La capsule de David fut éjectée et attirée vers le géant gazeux par une force mystérieuse. Des éclairs de lumière fusaient autour de lui. À mesure qu'il approchait de la surface de la planète, des turbulences éclatèrent. Les lumières s'intensifièrent, formant des motifs hypnotiques. Cela semblait interminable. David se vit lui-même à plusieurs endroits simultanément, comme s'il existait dans différentes réalités à la fois. Les couleurs vives se transformèrent en vagues de lumière calmante glissant dans les ténèbres. Enfin, la surface de la planète apparut. David survola les terres de Jupiter, planant au-dessus de déserts et d'océans mystérieux. Soudain, la capsule atterrit dans une chambre. La pièce était élégamment meublée, classique et luxueuse. David respirait lourdement après ce voyage extrême. Secoué, il regarda autour de lui, mais son visage avait changé. C'était lui, mais beaucoup plus âgé. La capsule disparut. Le David âgé entra dans la salle de bain et contempla avec horreur son reflet ridé dans le miroir. Il se retourna et vit un homme assis à une table, en train de manger. L'homme se leva et se dirigea vers la salle de bain. C'était encore David, encore plus âgé que la version précédente. Le vieil homme revint à son repas et but une gorgée de son verre. Quelques secondes plus tard, il le renversa maladroitement. Affaibli par l'âge, il tourna la tête vers le lit. Un David encore plus vieux y était allongé, prêt à quitter ce monde. Épuisé, David leva une main tremblante vers le monolithe noir en face du lit. Le vieillard prit son dernier souffle et disparut. À sa place reposait un nouveau-né, rayonnant d'une aura lumineuse. David était René. Il était devenu l'enfant des étoiles, une nouvelle forme de vie, la prochaine étape de l'évolution humaine.